Bonjour à tous et bienvenue sur Homemade School dans cette nouvelle séance de formation sur Leica Infinity. Aujourd'hui, nous verrons comment traiter de A à Z des observations DNSS sur Leica Infinity, c'est-à-dire passant des traitements des lignes de base, voir comment faire un calcul de boucle de fermeture jusqu'aux ajustements, que ce soit l'ajustement libre ou alors l'ajustement par contrainte. On va donc passer à la deuxième étape de notre traitement qui consiste en fait à la partie des ajustements. Maintenant, vous devez garder à l'esprit que ici sur les intervalles, il y a deux sortes d'ajustements. Soit vous faites un ajustement libre ou alors vous faites un ajustement par contrainte. Un ajustement libre, en fait, c'est que vous ne fixez pas la référence comme étant un point fixe, c'est-à-dire les coordonnées sont connues en 2D ou alors en une dimension ou alors dans les deux, c'est-à-dire en 3 dimensions, et ne sont pas censés bouger. Et en ajustement non pas contrainte, c'est que vous définissez en fait un point fixe sur lequel en fait qui sera pris en compte dans l'ajustement des autres éléments. Donc vous définissez cette référence là pour être prise en compte dans l'ajustement des autres. Et oui, dans l'ajustement par contrainte, ça peut se faire par contrainte minimale ou alors par contrainte plus élevée. En contrainte minimale, c'est que vous n'avez qu'un seul point qui a été fixé. Et en contrainte plus élevée, disons maximale, c'est que vous avez plus d'un point pris comme référence. Dans notre cas ici, l'ajustement que nous pouvons faire au plus top des cas, c'est l'ajustement par contrainte minimale parce que nous n'avons qu'un seul point comme référence. Et il est conseillé de procéder d'abord par un ajustement libre, c'est-à-dire sans fixer de point de référence avant de procéder à l'ajustement par contrainte. Ok, ça c'était pour la partie sur les ajustements. Avant de procéder à un ajustement, il est nécessaire pour vous d'effectuer d'abord deux étapes. Une étape qui consistera au calcul en fait du pré-analyse. Bon, pour procéder à cela, venez ici dans la fenêtre ajustement, dans l'onglet ajustement, pardon. Je clique dessus. Ok. Vous avez donc ici le Run Pre-Analysis, le Compute Loops et ici là le Run Full 3D ou DD ou 1D Adjustment. Donc le pré-analysis vous permet en fait, comme le nom l'indique, de faire une pré-analyse sur votre réseau. Avec le pré-analysis, vous pouvez essayer de tester la cohérence du réseau, de tester la cohérence des différents points. Il vous fournit les informations sur des possibles erreurs en fait qui pourront vous causer des problèmes par la suite. Si par exemple vous avez eu à importer deux jeux de données portant le même point, c'est-à-dire ici j'ai par exemple B croix et là j'ai encore B croix avec le même nom, ou même ils n'ont pas le même nom, là c'est B croix et là c'est B1. Et c'est comme je disais dès le départ, vous avez eu à faire deux observations sur ce même point-là. Mais en important vos données, vous avez oublié de merge. Le pré-analysis va vous faire comprendre que le point B croix et le point B1, c'est possiblement le même point. Pourquoi? En comparant les distances qui sépareront ces deux points-là, selon les coordonnées qui auront été calculées précédemment. Donc c'est dans ce pré-analysis ici que vous pouvez par exemple voir ces informations et savoir que ce point-ci, c'est en fait le même point. Donc le Compute Loops en Misclosure vous permet en fait de faire un calcul de boucle de fermeture. Et ici, vous réalisez l'ajustement dont vous avez besoin. Donc, pour ce qui est de l'ajustement libre ou pas concret dont je parlais, de fixer un point de contrôle, ça se fait ici au niveau de, ici, dans vous avez là, donc, le point de contrôle en question, c'est B047. Donc, si je le fixe ici en 2D, et en 1D, c'est qu'il est fixe en 3D. Contrôle fixe crazy, comme vous le voyez. Ça signifie que là, quand je vais procéder à l'ajustement, il sera en train de faire un ajustement par contrainte. Et il sera minimal parce que je n'en ai qu'un seul point ici. Mais si je fais donc parce que ceci n'est que défini comme contrôle, là, l'ajustement que je fais par la suite est libre. Ok. Donc, on va revenir dans l'édition ici. Et on va réaliser d'abord, on va essayer de voir d'abord les différents paramétrages. Commençons avec le général. Ici, au niveau de control points, bon, d'abord ici, enregistrer les résultats immédiatement après le traitement, on va pas cocher cela parce qu'il peut arriver que on soit amené à faire encore des modifications. Control point, on va le laisser en constraint.
La différence entre le constraint et le weight, c'est que en constraint, les coordonnées du point de contrôle ne vont pas bouger, peu importe l'ajustement. Mais en weight, c'est quand on laisse la possibilité au point de contrôle de bouger dans ces écarts types. Au niveau ici des itérations maximales, il s'agit en fait du nombre maximal d'itérations pour nos différents calculs. Et ici, dans les critères d'itération, c'est la taille maximale autorisée, oui, des corrections effectuées sur les coordonnées ajustées avant d'être atteint pour, disons, la fin de l'itération. Voilà. Dans les ellipses d'erreur, que ce soit en relatif ou en absolu, c'est en fait juste le facteur d'exagération de visualisation des ellipses d'erreur. Parce que dans le view, vous avez la possibilité, en fait, en configurant vos calculs, de visualiser les ellipses d'erreur. Bon, ici, il y a également ceci, le niveau de confiance. Bon, c'est comme son nom dit, plus vous avez un niveau de confiance élevé et mieux vos résultats sont. Mais également au niveau des traitements, ça devient un peu plus serré de laisser passer en fait vos différents traitements. Donc ici, vous avez le niveau de confiance sur l'altimétrie, l'attitude en 1D, le niveau de confiance sur la planimétrie. Donc, on va laisser ici par défaut d'abord. Vous avez les différents niveaux de confiance là. En fonction de la précision que vous recherchez sur votre projet, en fait, vous saurez en fait le niveau de confiance adéquat. Donc, plus mon niveau de confiance est élevé et mieux en fait j'ai confiance aux résultats en fait obtenus. On vient dans GNSS maintenant. Pour ici, c'est la source en fait des standard deviation, c'est-à-dire des écarts types, on va laisser en individuel. Là. Pour la source en fait des erreurs de s'ancrage, ici c'est important pour si par exemple vous avez effectué le s'ancrage de votre appareil, c'est-à-dire la mise en station de votre appareil, et qu'il arrive que bon, vous ne soyez pas sûr que la bulle ait été vraiment s'ancrée comme il le faut, par exemple pour une canne carbone, qu'elle soit vraiment s'ancrée au centre. Vous pouvez estimer en fait, c'est-à-dire au lieu de prendre individuel default setting, et vous estimez en fait la précision de l'erreur de s'ancrage, oui, pour ce qui est en fait de la 2D, c'est-à-dire reference over en centering errors, et vous ce qui est en fait de la mesure d'antenne. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir mesuré 1,742 alors qu'il s'agit de 1,743 ou alors qu'il s'agit de 1,741. C'est fait que vous pouvez estimer que la variation de cet écart type-là est dans 1 mm. Ici, vous venez d'en mettre cela. Donc, référence rover, ça concerne juste les 2 points de début et de fin pour une ligne de base. Donc, vous pouvez estimer ça. On va appeler ça individuel. Ça, c'est dans le cas où, par exemple, dans vos boucles de fermeture, vous avez des problèmes. Et vous pouvez donc venir et estimer ces écarts types là ici pour faire passer vos boucles de fermeture. Pour ce qui est du sigma, a priori, bon, il est important en fait quand vous combinez les erreurs quand vous combinez les observations d'INSS et les observations de station totale. Donc pour nous ici, on va laisser comme ceci. On va dire OK. Bon, les autres paramètres concernent en fait possible travail à la station totale et le niveau. On va aller dans les critères de test ici. Pour ce qui est du niveau de signification, donc level of significance ici, c'est en fait la probabilité de rejet, oui, d'une bonne observation. Donc, quelle est la probabilité pour qu'une bonne observation soit rejetée? On la met dans 5%. 5% c'est considéré en fait comme un bon compromis parce que si vous prenez aussi une probabilité de rejet d'une bonne observation basse, c'est que vous laissez également la possibilité d'accepter une mauvaise observation. Dans la possibilité d'accepter une mauvaise observation s'agrandit. Pour la puissance du test ici là, il s'agit en fait de la probabilité d'accepter une mauvaise observation. Donc 80% également est considéré comme un bon compromis. Oui, parce que si vous réduisez ou bien élevez, vous serez confronté également à la probabilité de rejeter une bonne observation ou d'accepter plus de mauvaises observations. Donc maintenant pour ce qui est du sigma a posteriori, oui, si on va l'appeler comme ça, le sigma a posteriori, lui en fait, il affecte la précision estimée des coordonnées, oui, à appliquer si c'est que les coordonnées ajustées ne réussissent pas le test F, oui.
Donc, s'il arrive que dans votre ajustement, vous finissez de faire l'ajustement et le test F échoue, au lieu de prendre, par exemple, le plus souvent c'est sur ignore. Donc, au lieu de prendre un sigma a posteriori sur ignore, vous allez prendre plutôt repose. Et ici, dans l'info bubble qui s'affiche, par exemple, on vous dit il est requis en fait de l'appliquer uniquement sur le F-test issue, voilà, nettement comme je disais. Et également on dit si c'est que vous faites un ajustement par contrainte et par un ajustement libre, puis le ina constraint c'est l'ajustement libre, que ce paramètre soit sur ignore. Okay. Donc on va d'abord procéder à un ajustement libre, donc on va le laisser sur ignore justement. Donc on valide là sur OK. Le dernier pour Advanced Terrestrial, si c'est possible, vous avez plutôt des données de station totale et voulant créer les paramètres sur par exemple le ppm et consort. Le code système, oui, ça aussi c'est important. Parfois, vous pouvez avoir certains problèmes lorsque vous voulez lancer par exemple le pré-analysis et ça vous affiche un message d'erreur. Parce que ici, au niveau du coordinate system, c'est en local grid au lieu de WGS84. Vous verrez par exemple, si je laisse en local grid et j'essaie de lancer le pré-analysis, vous voyez, ça m'affiche un message d'erreur comme quoi il n'y a pas assez d'observations disponibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, la configuration du système de coordonnées là en local grid, c'est pour les données en fait de station totale. Donc ça vous dit qu'il n'y a pas en fait de données de station totale. Donc, en fait, du coordinate système et plutôt mettre WGS84 qui est la configuration pour les observations GNSS. Là-dessus, OK. OK. Donc, dès que c'est bon, on entend d'abord le pré-analysis en croisé. Vous voyez que là, le message d'erreur ne s'est plus affiché. Ok, on a le résultat du pré-analysis et ça nous donne ici le type d'ajustement ina constraint qui est mis pour l'ajustement libre. Clic droit et on clique sur pré-analysis report pour avoir le rapport. Ok. Et vous avez dans les différentes informations sur les paramètres que vous avez ancrés. Comme je disais, pour les erreurs, quand vous avez en fait les erreurs, les possibles erreurs, tout s'affiche ici là. Donc, ici, ça nous dit au moins 3 points de contrôle doivent être fixés en position et en hauteur. Donc, ça, c'est l'idéal, quoi, lorsque vous réalisez un ajustement, d'avoir au moins 3 points de contrôle. Mais ici, on n'en a qu'un seul. Donc, il n'y a pas d'erreur pour ce qui concerne la cohérence de notre réseau. On va le fermer. Ok, on a notre pré-analysis. Maintenant, on lance les boucles de fermeture. Donc, avant de passer à l'ajustement, c'est toujours bien de procéder comme ceci. Je finis mon paramétrage, je lance la pré-analyse du réseau, et ensuite la boucle de fermeture, 3 dimensions. Vu qu'on veut les coordonnées en 3 dimensions, un clic droit dessus sur le résultat. Sur le résultat, loops and close report. Ok. On va descendre ici et voici ce qui nous intéresse. C'est dans ce niveau-ci, comme je disais, où les paramètres d'antenne sont vraiment nécessaires. C'est là que vous comprenez en fait l'utilité de renseigner le bon paramètre d'antenne, le bon fichier d'antenne selon le modèle d'antenne que vous avez utilisé. Donc ici, on a les calculs sur les boucles de fermeture. On n'a que 2 boucles ici, comme j'expliquais dès le départ, dans la partie d'écrêtement des lignes de base pour voir comment savoir le nombre de boucles qu'on aura en fonction des lignes de base que vous aurez fait intervenir dans votre calcul. Donc on a 2 boucles ici qui partent de B047, B1, B3 pour la première, B047, B2, B3 pour la deuxième. Et sur chaque boucle de fermeture en X, Y et Z, on a en fait le W test. Vous vous demandez certainement que bon, qu'est-ce que le W test? Le W test en fait c'est le test qui permet de vérifier l'hypothèse selon laquelle il y a une valeur aberrante dans une observation et que les autres observations soient bonnes. C'est-à-dire que comme mon W test échoue ici, ça me dit en fait que il y a possibilité que pour ce qui est dans cette boucle de fermeture ici là, au niveau en fait des Y et des Z, il y a des valeurs aberrantes ici et que les autres valeurs soient bonnes. Donc le W test permet en fait de tester cette hypothèse là. Oui, donc c'est l'hypothèse, c'est le test lié à l'hypothèse selon laquelle il y a une valeur aberrante et les autres valeurs sont bonnes. Voilà. Donc, bon, ce qu'il y a lieu de faire ici, dans ce cas-ci,
c'est lorsque vous avez un calcul de boucle qui échoue à certains endroits comme ceci, vous repartez en fait au niveau des points qui constituent cette boucle-là et améliorer les ambiguïtés. Oui. Donc, il peut également arriver que, après avoir essayé d'améliorer les ambiguïtés à 100% pour tout le monde, les boucles de fermeture ne passent toujours pas. Là, il y a plusieurs problèmes qui entrent en jeu. Parce que, comme vous savez, les traitements DNSS, c'est beaucoup de statistiques. Les erreurs peuvent venir de plusieurs côtés. C'est que soit ça vient en fait au niveau des ancrages des différents appareils mis en station, les erreurs de mise en station, des lectures, des hauteurs, soit ça vient au niveau en fait de vos paramètres de fichiers d'antenne. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est considérer le fait que ça vient en fait du terrain, c'est-à-dire au niveau des mises en station. Et on va estimer en fait une certaine marge d'erreur qu'on ait pu commettre au niveau de la lecture de la hauteur et au niveau de la mise en station, donc du ancrage de la bulle. On va fermer ceci et venir ici au niveau de GNSS. Ici, au niveau de la source des erreurs de ancrage ou de hauteur, on va plutôt prendre default setting. Et ici, on va estimer qu'on a plus de 5 mm d'erreur. Donc, on va mettre la 5 mm. Que ce soit au niveau de la lecture, de la hauteur, du ancrage de la bulle. On va cliquer là. Et on relance la boucle de fermeture. On ouvre le rapport. Et vous voyez que les boucles de fermeture sont passées. Parce qu'on a estimé que l'erreur pouvait venir de nous sur le terrain au niveau des ancrages. Donc comme je disais, vraiment ce jeu de données-ci, c'est un très beau jeu de données parce qu'il vous permet de voir les différentes erreurs qui peuvent se produire dans vos traitements, les différents problèmes et essayer d'analyser. Donc ce n'est pas une question de tâtonnement avec les traitements DNSS. Il faut toujours comprendre le process pour savoir que si je touche ici, qu'est-ce qui peut modifier là-bas? Pourquoi est-ce que ceci ne fonctionne pas normalement? Qu'est-ce que je peux faire? Où peut provenir l'erreur? J'envisage ceci comment, comme ci. Donc c'est un peu ça. Donc pour nos boucles de fermeture, c'est bon. Les WTS sont passés. Et on a fini avec cette partie. Maintenant, on lance l'ajustement proprement dit. On vient ici au niveau de Roundful Crazy Adjustment et on lance l'ajustement en troisième dimension. Ok, on a dans le résultat d'ajustement ici. On fait un clic droit et là, Network Adjustment Report. Ok. D'abord, il y a disons, il y a un test qui permet de valider l'ajustement, c'est le test du Key2. Donc, pour ici, vous avez toujours les mêmes informations, le type d'ajustement réalisé, qui est l'ajustement libre. Donc, c'est ici que vous pouvez regarder pour savoir si la personne à qui vous avez donné vos données de crédit, pardon pour le tâtonnement, quel est le type d'ajustement qu'il a réalisé. Dans Inner Constraint, ici, c'est un ajustement libre, c'est-à-dire qu'il n'a pas introduit le point de contrôle dans l'ajustement. C'est pour ça qu'ici, dans le nombre de stations inconnues, vous en avez 4 au lieu de 3 stations inconnues. Oui. Donc, c'est-à-dire que ça considère également que même le point de... La bande de référence, oui, est considérée comme un point inconnu. Oui, parce qu'on ne l'a pas fixé, parce que l'ajustement est libre. Si c'était un ajustement maximal, comme on va le voir, un ajustement par contrainte, pardon, comme on va le voir, on devait plutôt avoir 3 points inconnu ici et un point connu parce qu'on l'aura fixé. Ok, donc comme je disais, le test qui valide justement c'est ce test-ci. Ici vous avez en fait les bornes du test qui est pour la borne minimale de 0,21 et de 2,41. Donc le test est passé en 0,87 ici. Le test est passé, c'est lui qui est l'ajustement. Maintenant il y a un autre test qui est intéressant, c'est le F-test. Que fait le F-test? Pour ce qui est du F-test, le F-test en fait est utilisé pour contrôler l'hypothèse H0. L'hypothèse H0, c'est l'hypothèse selon laquelle les observations contiennent en fait, ne contiennent pas d'erreurs grossières. Oui. Les observations ne contiennent pas d'erreurs grossières, pardon. Donc, quand le F-test échoue, ça signifie qu'il y a en fait des observations, que dans les observations, il y a des erreurs grossières. Donc, lorsque le F-test échoue, il est donc nécessaire d'utiliser le sigma a posteriori qu'on a mis en ignore là-bas et plutôt le mettre en use pour pouvoir en fait ajuster cela, le F-test. Ou alors une autre solution est toujours d'améliorer les pourcentages des ambiguïtés. Donc ici notre ajustement libre est passé. On peut donc passer à l'ajustement
par contrainte. Donc, on va fermer ceci. On va faire un clic droit sur le résultat de l'ajustement et cliquer sur Stop. Une fois que c'est Stop, on passe à l'ajustement par contrainte. L'ajustement par contrainte s'agit en fait de fixer le point de contrôle. On revient ici dans le premier onglet de gauche et on va cliquer sur Fixe en 2D et Fixe en 1D pour dire donc que le point de contrôle est fixe en 3D, 3 dimensions. Dès que c'est fait, on relance le Analysis en 3 dimensions. Et vous verrez qu'ici, il ne s'agit plus de l'ajustement libre, mais un ajustement par contrainte minimale. Et lorsque vous ouvrez Pre-Analysis, voici ce que je disais. Le nombre de stations connues maintenant, il y en a une. Et le nombre de stations inconnues est de croix. Total forme 4. Donc on n'en a plus 4 stations inconnues, mais plutôt croix, parce qu'il y a un point qui a été fixé. Et dans le libellé, vous voyez, c'est maintenant en minimal constraint et non plus en inner constraint. Toujours, on n'a pas d'erreur. Donc, on va faire ici. On passe aux boucles de fermeture. Le résultat est toujours bon. Donc, on peut déjà enregistrer les deux résultats-ci qui sont les boucles de fermeture. On va save ce rapport. On va enregistrer ce rapport. Donc, ça, c'est pour les boucles de fermeture. On exporte. Ok. On va revenir sur le résultat du pré-analysis ici. Et on va save celui en minimal constraint. Save. Ok. Donc, on a lancé le pré-analysis, la boucle de fermeture en concrète minimale. On lance maintenant l'ajustement par concrète minimale. On run full crazy adjustment. Et on a le résultat ici. Là, c'est un autre store parce que celui qu'on a store précédemment, c'était le inner. Donc, fait un clic droit, Network Adjustment Reports. Ok, et on s'en va regarder nos tests. Vous voyez toujours dans l'intitulé ici, on est passé en ajustement par concrète minimale. Ici, le nombre de stations inconnues. Donc, tout ça, c'est pour vous permettre de vérifier le type d'ajustement que quelqu'un a eu à faire. Vous savez également les degrés de liberté pour ceux qui sont un peu poussés dans la statistique, comprennent ce que c'est. Et toujours, le test du Q2 est passé. Donc, l'ajustement est bon. Et les différents tests également sont passés. Et vous avez donc vos coordonnées. Ici, vous avez les coordonnées approximatives avant l'ajustement. Pardon. Et ici, vous avez donc les coordonnées définitives ajustées de vos différents points. Donc, on va enregistrer ce rapport. Ok. Et on va enregistrer le résultat d'ajustement. Clic droit sur l'ajustement par concret minimal. Stop. Ok. Donc voilà. La dernière chose donc qui est à générer, c'est le point quality report que voici. Le point quality report, c'est toujours nécessaire de le générer à la fin. Parce que c'est à la fin que vous finissez l'ajustement et quand vous avez store l'ajustement. Et là, donc, vous verrez la différence avec le premier point quality report qu'on a généré dès le départ. C'est que au départ, on avait les points en average et en fixe PP. Ici, on aura maintenant les points en adjusted, en ajusté. Donc, vous voyez ici, adjusted list square 3D pour les différentes coordonnées des points, pardon. Donc, voilà les coordonnées définitives de vos points. On enregistre dans le point quality report maintenant. Exporter. Donc, ce sont ces rapports-ci qui constituent en fait ce qu'on appelle le rapport de rattachement au Cameroun. Voici par exemple un exemple de la page de garde que voici. Donc ici, je remplis les différentes informations. Par exemple, ici, à la demande de, je mets le nom du client, disons monsieur Charles Dupont.
département, disons le Fundi. L'arrondissement, Yaoundé 5. Le lieu dit, disons Etoile Meki. Donc, je vais mettre ici réaliser disons la date, pour mettre la date le 20 juillet 2024 par des données Bilibi contrôler disons que le 21 juillet 2024, oui, on va mettre par Home School, contrôlé par Home School. Ok. Maintenant, ici, pour les coordonnées du point de base, bon, vous reprenez juste les coordonnées de la fiche signalétique et ce sont elles que vous renseignez ici. Ce sont elles que vous renseignez là. Donc, on va revenir sur les coordonnées de la fiche signalétique. On va prendre les coordonnées projetées dans 822, 718, 640. 630. Pour ce qui est du nord, 492, 995, 50. Et pour ce qui est de l'altitude, c'est la hauteur orthométrique que vous renseignez. Dans 562.43. Ok, maintenant pour les coordonnées des différents points, je vais juste ancrer dans mon point Quality Report et ancrer les différentes coordonnées de chacune de mes bornes ajustées. Oui. Donc j'ouvre mon point Quality Report. Toujours assurez-vous que le point de rôle de vos différents points après l'ajustement soit toujours en adjusted list square. Oui, parce qu'il serait possible que vous n'ayez pas à store l'ajustement final et que les points de rôle ici soient en average ou en fixe pp. C'est pas bon. Donc je vais ajouter les coordonnées de chaque point. Je fais un Windows. Ok. Donc pour la borne B1, c'est correspond en 822 471.7345. Son YT en 492 426.0589. L'altitude 562.9466. La borne B2, on a 822 457.8995. Pour ce qui est du Y, 492 432.6000. Son Z 562.1871. Pour la boîte B3, 822 463.4140. Le Y 492 409.1121. Et enfin son Z, lui, 563.4300. Donc, on va mettre la date du... Bon, ici, normalement, c'est la personne qui est censée signer qui va renseigner ici. Donc, ce que vous devez produire comme rapport final, c'est ici. Si maintenant vous avez, par exemple, le numéro du titre foncier de votre terrain, vous pouvez également, du site en question, vous pouvez également le renseigner quelque part là. Oui, comme ceci. Et ajouter également le logo du service du cadastre. Et ce sera tout pour la page de garde, quoi. Donc, dès que c'est bon, je peux maintenant enregistrer ceci en format PDF. Je vais faire un CTRL S, fichier, exporter, créer PDF. Oui, on définit le chemin d'accès. Ok, page de garde, rapport de rattachement publié. Ok, la page de garde est là. Avec un logiciel comme Foxit, par exemple, comme celui-ci qui est vraiment très pratique, vous pouvez donc ajouter les autres rapports à la suite de cette page de garde-ci.
Donc, dans notre page de garde qui est là, et ce qu'on va ajouter sont les autres rapports par classement, comme vous avez effectué vos traitements, c'est-à-dire le GNSS Processing Report Summary, ensuite le Pre-Analysis Report, et après le Misclosure Report, et ensuite le Credit Analysis Report, et enfin le Point Quality Report. Donc, pour ce faire, on va venir ici, sur cet onglet-ci, et sur le petit plus là, Insert Page to the PDF file. Et on va aller chercher les autres PDF. Donc, je les sélectionne tous. Je clique là. Là. Je mets 5 rapports. Oui. Et je les ai complétés. Comme je l'ai dit, on va les classer. Donc, c'est le GNSS d'abord. Et ensuite, vient le pré-analysis. Celui-ci va monter. Je vais faire pré-analysis après le lot samis que je nettoie. Donc, le classement est bon. Je vais dire que tous sont insérés à la fin du document ici. Et je valide OK. Et comme vous le voyez donc, voilà donc le rapport complet de rattachement ainsi présenté et réalisé avec tous les différents rapports nécessaires. Donc, si vous remarquez également au niveau C, les coordonnées en sortie qu'on a pu avoir dans notre point de qualité report et dans les autres rapports, ils ne sont qu'un coordonnées projetées. Si vous voulez les coordonnées géographiques, ce que vous devez faire lors de la création de votre projet, venez ici dans File et là, pendant que vous créez en fait le projet, c'est-à-dire New Project là, vous cochez en fait ces deux cases, c'est Local Géodétique et Local Cartesian. Donc, pour résumer donc le tout, on aura donc vu dans cette vidéo comment traiter de A à Z des observations GNSS sur le logiciel Lake Infinity. Il est donc question pour nous de voir comment créer un projet sur Lake Infinity, comment créer un système de coordonnées, comment importer des données des observations GNSS en Renex sur Lake Infinity, comment analyser ces données-là, comment nettoyer ces différentes données, comment traiter les lignes de base avec le paramétrage qui est associé et voir comment définir des lignes de base soit par la méthode manuelle ou alors par la méthode automatique. Nous avons également vu dans ce traitement des lignes de base comment améliorer les pourcentages des ambiguïtés en faisant des interprétations sur les différents résidus, les résidus que ce sont simples différences, en double différence, triple différence, que ce soit sur le code ou sur la phase. Par la suite, nous avons donc vu comment réaliser un ajustement en passant d'abord préalable par une analyse, une pré-analyse du réseau, comment faire un calcul de boucle de fermeture, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsque le calcul de boucle de fermeture ne passe pas, quelles sont les possibles sources des erreurs liées au calcul de boucle de fermeture. Nous avons vu l'interprétation des différents tests et le rôle de chaque test statistique. Nous avons vu comment lancer dans un ajustement sur les cas Infinity, que ce soit un ajustement libre ou alors un ajustement par contrainte minimale. Ok, donc voilà tout pour ce qui concernait les traitements GNSS sur Lake Infinity de A à Z. Mais je ne vais pas vous mentir en vous disant que tout a été montré de la sorte, non. Par exemple, avec la partie sur comment traiter avec des éphémérides précises, par exemple, comment traiter en considérant les écarts types sur les différents points. En fait, c'est tout un tas également de procédés. Mais pour ce qui est de vos travaux, par exemple, de rattachement, pour ce qui est du cas du Cameroun, pour le cadastre du Cameroun, ou vos différents mêmes travaux de projet, oui, pour ce qui est de ces différents travaux-là, voilà en fait le nécessaire, l'essentiel, oui, pour ce qui est des traitements sur Lake Infinity, des observations GNSS de A à Z, depuis les traitements des lignes de base jusqu'aux ajustements. Et vous avez donc vos rapports que vous êtes censé générer, c'est-à-dire ces 5 rapports-ci, à savoir le GNSS Processing Report Summary, le Loops and Misclosure Report, le Network Adjustment Report, le Point Quality Report et le Pre-Analysis Report. Ce sont ces rapports-ci donc qui constituent ce qu'on appelle fameusement le rapport de rattachement. Voici par exemple ici, vous voyez ici vous renseignez la borne de base qui était ici pour nous, la borne B047. Vous ancrez ces coordonnées ici et vous mettez les coordonnées finales ajustées des 3 points du site que vous avez eu à rattacher. Là, vous ancrez les différentes informations, par exemple, réalisées par, il s'agit de moi, Dieudonné Bilibi, et vous ancrez les informations du client ici. Bon, là, je parle du cas pour ce qui est du Cameroun.
Et dans les autres pays, en fonction de ce que vous avez à faire, vous pouvez en fait constituer votre rapport des différents traitements effectués. Donc, pour résumer le tout, on a donc vu dans cette vidéo comment créer un projet sur Lake Infinity, comment créer un système de coordonnées sur Lake Infinity, comment traiter les lignes de base sur Lake Infinity en nettoyant les données, en améliorant les pourcentages des ambiguïtés, voir ce qui cause problème lorsque les ambiguïtés n'ont pas été fixées, comment les améliorer, comment ajuster les différents traitements pas à pas en fonction de l'interprétation sur les résidus des satellites, sur les bandes de fréquences en fonction d'une constellation et par exemple en fonction de que ce soit scène différence, double différence, triple différence. On a également vu comment en fait lancer le calcul de la pré-analyse, comment lancer le calcul des boucles de fermeture et voir ce qu'il y a lieu de faire lorsque le calcul des boucles de fermeture n'est pas passé, comment réaliser un ajustement libre et comment réaliser un ajustement par contrainte minimale. À très bientôt.